Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Amélie Dutray. Amélie est éducatrice comportementaliste canin, instructrice en soins coopératifs et handi-agilitiste. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec son chien Watson, avec qui elle fait partie de l'équipe de France de Handi Agility. Amélie nous partage son histoire et nous explique comment ses chiens et la pratique d'un sport avec eux l'aident au quotidien à vivre avec son handicap. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Amélie. Salut Amélie. Salut. Tu vas bien ? Ouais, ça va, bien. Bon, cool. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Ça fait un petit moment que cet épisode est dans les tuyaux, donc on arrive enfin à l'enregistrer. Je suis très très contente de pouvoir enregistrer avec toi aujourd'hui. On va peut-être commencer par les présentations. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Amélie Dutray-Puniro, j'ai 45 ans. Je suis mariée, maman d'une jeune fille de 13 ans aussi. Et puis, je suis éducatrice comportementaliste canin depuis maintenant 2 ans et demi. J'habite en Charente et je travaille en Charente. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Je suis l'humaine de Watson, un petit border collie de 6 ans maintenant, qui est un vrai petit cœur, quoi. C'est vraiment un chien en or. Et il y a quelques mois maintenant, beaucoup de mois maintenant parce qu'elle a eu 1 an, on a accueilli aussi Trace de Yeti, une petite Shetland qui est par contre plutôt avec ma fille. C'est vraiment ma fille qui est son humaine. Elles ont un lien très fort toutes les deux. Donc voilà, on vit tous les 5 à la maison. Trop cool. Tu nous as déjà bien présenté tes chiens. On va parler aujourd'hui de sport, de handisport avec un chien. Ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Avant d'arriver sur le sujet, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec les chiens. Est-ce que toi, tu as toujours été entourée de chiens ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Comment ça s'est fait pour toi ? Alors, il y a toujours eu des chiens chez moi. Quand j'étais petite, j'ai appris à marcher en m'appuyant sur les Doberman de mes parents. Par la suite, j'ai eu un premier chien, mais qui était en fait le chien de la famille, un fox terrier qu'on a récupéré et j'ai grandi avec à l'adolescence et ça il m'a vraiment aidée à passer des caps un peu difficiles de l'adolescence. Et puis, par la suite, mes parents ont toujours eu aussi des chiens. Ils ont fait une portée avec l'un de leurs chiens. Et il y a eu 9 chiots. Et il y en a une petite qui est revenue après être partie 3 semaines. Mais celui qui l'avait pris, en fait, lui a carrément cassé le caractère. Enfin, il l'a malmené, en fait. Et j'ai pris beaucoup de temps avec elle pour la remettre en confiance, pour la remettre sereine et qu'elle arrête d'avoir peur de tout. Mais vraiment, il y avait un bruit à côté, quelque chose qui tombait, elle sursautait. Il avait dû la laisser dans une voiture au soleil parce que dès qu'on ouvrait les portes de la voiture, elle partait dans l'autre sens. Donc il y a eu tout un travail comme ça, même si j'étais en études à l'époque, j'ai pris beaucoup de temps et au final, mon père m'a fait la surprise en me disant écoute, t'es majeure maintenant, si tu veux, tu la gardes parce qu'elle a un lien très fort avec toi. Donc c'est comme ça que Pépite est arrivée dans nos vies avec mon conjoint et puis nous avons par la suite nous sommes installés et puis de fil en aiguille, on a pu aller vraiment sur l'accompagner, lui offrir ce dont elle avait besoin, accueillir un autre chien, puis un autre, et puis de fil en aiguille, on a pu évoluer comme ça.
Mais il y a toujours eu des chiens. Et quand j'étais en études, en fait, mes parents ont commencé donc à avoir... d'abord, ma mère à découvrir l'agility et puis a commencé à en faire. Donc, elle avait une Rottweiler. Et puis, mon père a chopé le virus. Et puis, il en a fait aussi avec sa propre Rottweiler. Et puis, par la suite, quand j'étais en école d'infirmière, et ben c'est là que Pépite est arrivée, que j'ai récupérée, et ainsi de suite. Donc, ils ont monté leur club d'éducation canine. Et j'ai mis le doigt dedans. Et puis, Pépite était trop jeune pour commencer les concours. Donc, ma mère m'a prêté son Yorkshire pour commencer les concours. Donc, j'ai appris à conduire un chien sur un terrain et à me placer et à comprendre des choses avec un petit Yorkshire de 2,3 kg. Et puis voilà. Après, j'ai continué, je me suis formée, je suis devenue bénévole dans le club, éducateur dans le club, puis moniteur agility. Et puis, les choses se sont arrêtées dans ce club parce que mon père est tombé gravement malade. Et puis, j'ai commencé à aller dans un autre club, à découvrir des choses différentes. Voilà, à me poser des questions aussi sur les méthodes qui étaient utilisées à l'époque. Et par la suite, j'ai été moniteur dans un club et on a évolué pas mal sur les méthodes. J'ai échangé beaucoup avec des personnes. Et puis, j'ai fait mon bonhomme de chemin jusqu'à pouvoir maintenant être professionnelle et que finalement m'épanouir dans ce nouveau boulot, quoi. En gros, voilà. Mais l'agility a toujours été là. Ouais, ok. On est en quelle année quand tes parents montent leur club, que tu rejoins celui-ci et que tu commences à baigner un peu dans l'univers de l'agility et des clubs canins? 2000. Ouais, c'était il y a 24 ans. Oh la claque, d'un coup je me prends, mais ouais, c'était il y a 24 ans. J'ai été d'abord en catégorie senior. Dans les différentes catégories, en fait, on va être classé en catégorie suivant la hauteur au garrot de notre chien. Donc, à l'époque, il y avait les petits chiens, les moyens, les grands et les molosses qui étaient dans une autre catégorie. Et moi, j'étais au départ dans cette catégorie-là. Puis après, avec les différents chiens, j'ai été dans d'autres catégories. Et puis en 2008, en fait, mon handicap s'est accentué petit à petit parce qu'en fait, j'ai une pathologie. C'est vrai que j'en ai pas parlé trop pour le moment. J'ai une pathologie, en fait, c'est une maladie neuromusculaire. C'est l'une des maladies du Téléthon. C'est une maladie qui va être évolutive et invalidante, qui va toucher le système nerveux périphérique. Et ce qui fait que cette pathologie, elle va évoluer en pic, en fait. Quand elle se stabilise, je regagne un peu, mais je regagne jamais autant que j'avais de force avant. Donc, j'ai une stabilité, un équilibre qui est très précaire. Maintenant, je marche avec des orthèses ou alors je suis en fauteuil roulant électrique. Si j'ai pas ça, ça va être compliqué. Je vais me faire des entorses, je vais plus pouvoir bouger trop. Je vais vite avoir des douleurs. Je peux me déplacer aussi avec une canne, ça m'arrive. Et j'ai un gros état de fatigue qui est vite atteint. Donc, il faut que je calcule à chaque fois en termes de fatigabilité sur ma journée, sur ce que j'ai à faire, sur aussi les besoins de mes chiens. Et je dois ajuster au fur et à mesure par rapport à ça. Okay. Donc ça en 2008 ça a vraiment commencé. 2009 la catégorie handi en France a été créée et on était 3 licenciés à l'origine et puis par la suite ça a augmenté et je crois que maintenant au niveau de la commission nationale d'éducation et d'activité cynophile on doit être à une 60aine je pense de licenciés handi en France. Donc, c'est vraiment un soulagement. On peut faire de l'agility, de la compétition en ayant un handicap. Et on va être ensemble toujours au départ avec notre chien, avec notre handicap aussi. Donc ça, c'est chouette. Ouais, voilà. Très chouette. Ok, du coup, pour rester dans le fil, donc, ma question, c'était du coup, en quelle année on était à ce moment-là? Tu dis que tu avais commencé aussi à t'interroger sur les méthodes utilisées, parce que j'imagine que on est très loin de 2023 et de tout ce qu'on connaît du chien aujourd'hui quand on est en 2000-2008. Complètement. Il s'est fait comment le cheminement pour toi? Parce que j'ai quand même l'impression que dans le monde du sport... Alors,
j'ai découvert, mais notamment aussi grâce à toi, parce qu'on était en formation ensemble, on a beaucoup échangé sur le sujet, j'ai découvert qu'il y avait le monde du chien et le monde du sport canin, qui était un monde à part entière, quoi. Donc, je sais que je connais du coup très peu, que tu m'as fait découvrir par nos échanges, mais du coup, comment est-ce que ce monde-là, il bouge qu'est-ce qui t'a fait déclic en te disant, mais attends, est-ce que les méthodes que j'emploie vont avec ma façon de voir les choses ou pas? Comment ça s'est fait pour toi, ce cheminement? En fait, le cheminement s'est fait qu'au départ, comme on en avait discuté, on était en méthode traditionnelle et on connaissait que ça. On a fait, on faisait avec ce qu'on connaissait et certains étaient déjà en avance, mais à l'endroit où j'étais et le club où j'étais, ce n'était pas le cas. Donc, au départ, on fait avec ce qu'on a autour et ce qu'on sait et ce qu'on nous apprend. Mais moi, j'étais vraiment pas à l'aise sur ces méthodes-là. J'avais du mal. J'étais déjà à l'époque en train de lutter contre mon handicap. Et je devais en plus me retrouver à lutter contre mon chien pour lui faire comprendre des choses. Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise dans tout ça. C'était un espèce de magma qui était oppressant en fait, et que je me retrouvais à utiliser, mais qui me mettait vraiment à mal après derrière, vraiment très très mal. Et j'avais des envies par moment où sur un cours d'éducation au collectif, j'étais plutôt à travailler avec ce que j'avais sur des positions de dog dancing ou tu vois de choses comme ça, ou des tricks, ou d'apprendre ce genre de choses, plutôt que le fameux carré où il faut faire tourner autour, les positions assises, couchées, je voyais pas l'intérêt, quoi. Même si ça peut servir au quotidien, c'était pas l'optique en fait. Et c'est vrai que toutes ces méthodes-là, elles ont continué et il y a différents courants qui amenaient à ça, et les recherches que j'ai découvertes au fur et à mesure des années, enfin ces dernières années, m'ont amené à redistribuer complètement les cartes. Et puis j'ai eu une chienne qui, avant Watson, Faiza, qui m'a complètement remis en question. Mais maintenant, aujourd'hui, quand j'ai le recul actuel, avec les sciences actuelles, je me dis que j'ai vraiment pas été cool avec cette chienne et que j'ai beaucoup de culpabilité par rapport à elle parce que j'ai pas pris les bonnes méthodes, je suis rentrée en conflit avec elle, on se comprenait pas et en même temps on était fusionnels et ça a été très dur pour elle, j'en ai vraiment conscience. Et maintenant mon optique est que ça n'arrive plus jamais, quoi, que je puisse écouter, que je puisse accompagner. Et puis je suis aussi du coup assez à l'écoute quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui a appliqué les méthodes traditionnelles. Ben, je vais pas être dans le jugement parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'être sous l'emprise d'éducateurs aussi et qui pratiquent ça et qui viennent nous mettre à mal aussi et mettre à mal le chien avant tout. Et que c'est pas constructif pour la relation. On peut pas s'exprimer les uns et les autres. Donc, en fait, ça a été beaucoup de remises en question, ça a été des rencontres, ça a été des prises de conscience. Ça a été des soirées à pleurer, à me dire que mais qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est pas possible, je peux pas lui faire ça. Et ça a été vraiment des déclics. J'ai été de déclic en déclic. Et je suis heureuse d'être là où j'en suis. Je suis fière du parcours accompli, même si j'ai de la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Tu vois, par exemple, d'écouter ton épisode sur l'école de la meute, c'est ce que je t'avais dit, hein. Ça m'a enlevé une espèce de chape de culpabilité parce que je me suis sentie moins seule. Et du coup, quand j'ai des personnes qui viennent me voir ou des personnes que j'aborde en concours d'agility parce que je les trouve dures avec leur chien, et ben je sais par où elles peuvent passer les questionnements. Ouais. Donc, je me dis que là, j'ai un rôle à jouer aussi pour ces personnes-là. Alors, il y en a qui écoutent et il y en a qui écoutent pas. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts à ça. On trouve ça dans le monde canin, je pense, un peu partout encore. Hein. Il y a cette histoire de la dominance, elle est encore assez marquée chez certains, malheureusement. Mais bon, on essaye de faire changer les choses. Et la fédération à laquelle j'appartiens, elle essaye aussi, hein, avec des référents, des chartes de bien-être animal, des formations, mais il y a encore du chemin à parcourir, même en agility. Ouais.
Et du coup, ce qu'on entend, c'est que quand même dans le monde du sport canin, en tout cas sur l'agility, il y a quand même un changement qui s'opère, quoi. Ouais, il y a un changement qui est en train de s'opérer et ça, des prises de conscience, tu vois, j'étais en compétition ce week-end et on échangeait avec d'autres personnes, éducateurs aussi qui étaient là et oui, les approches, les prises de conscience, les choses commencent à se discuter un petit peu. Et alors il y a du boulot à faire, hein, il y en a encore qui sont malheureusement encore sur du coercitif. On intervient, on essaye d'expliquer, on essaye d'avancer, mais voilà. Au moins on est sur ce chemin-là, quoi. Ouais. Parce qu'après, ce qui est complexe dans l'agility, c'est la recherche de performance fait que parfois, c'est la performance de l'humain et l'objectif de l'humain. Et puis, est-ce que le chien, il a son mot à dire? Est-ce qu'on peut être dans le consentement du chien, là aussi? Le plaisir du chien, il est où? Voilà, il y a toutes ces questions-là aussi qui peuvent arriver derrière, quoi. Enfin, moi, sur lesquelles je travaille beaucoup, en tout cas. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est hyper, hyper intéressant et c'est chouette parce que c'est encore une autre dimension, je trouve, le bien-être du chien dans le sport. Et effectivement, on t'en parlait sous comment est-ce qu'on allie l'éthique et la performance. Et je trouve ça vraiment, vraiment hyper, hyper intéressant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir juste après. Tu as commencé un peu à nous citer un nom d'association, Ensemble toujours au départ. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette association et c'est quoi le rôle qu'elle joue dans ta vie, parce que je crois qu'elle en joue un grand. Ouais, elle joue un grand rôle en fait. En fait, cette association qui s'appelle Ensemble toujours au départ, elle a été créée par deux de mes amies, Julie Bouquel et Isabelle Kerfuric. C'est une association en fait qui a été créée à l'origine parce que en fait notre fédération a des championnats du monde pour les personnes valides, mais pas pour les personnes en situation de handicap. Il faut savoir que la catégorie handi en France, elle existe, mais elle n'existe pas à l'étranger. Donc on a été plusieurs à découvrir en 2008 qu'il existait une fédération concurrente à la nôtre qui organisait une Coupe du Monde à l'époque pour les personnes en situation de handicap. Ça s'appelle les Paragility World Cup à l'époque et maintenant c'est Championship. La CNESC nous a autorisé à aller y participer parce qu'il n'y avait rien qui existait au niveau de la FCI, pardon. Et pour le coup, y aller, c'est une chose, mais financer pour pouvoir y aller, c'est autre chose. Se retrouver dans un pays étranger quand on est en situation de handicap, c'est toute une organisation suivant notre handicap. Et là, c'est complexe à organiser. Donc, quand j'y suis allée, moi, en 2008, avec un copain et mon père, à l'époque, tous ces éléments-là d'organisation, de lien, de financement ont été difficiles à mettre en œuvre et ça a été très oppressant. Et se concentrer sur la compétition était difficile. En fait, là-bas, j'ai rencontré Julie, une jolie petite fée bleue qui arrive et qui cherchait des Français avec ses mèches bleues. Et en fait, on est devenus amis tout de suite. Et on a pu échanger sur beaucoup de choses. Quand le groupe de travail handi pour créer la catégorie handi a été créé, j'ai pensé à elle de suite pour intégrer ce groupe de travail. Donc on a travaillé ensemble et avec d'autres amis dans ce groupe-là. Mais Julie disait que il faudrait trouver quelque chose, il faudrait créer une association pour organiser les choses sur place, enlever cette chape et puis aider au financement de l'équipe parce que c'est conséquent comme coût. Et au final, avec Isabelle, quand elles se sont rencontrées, elles ont créé l'association. Donc en fait, c'est Ensemble toujours au départ, avec notre chien, parce qu'on est toujours avec lui au départ, au départ c'était malgré notre handicap. Et maintenant, je pense que c'est avec notre handicap. La nuance est importante. Et au final, cette association a été donc créée en 2011. Et puis Julie a continué en fait à impulser des choses, Isabelle aussi. Et puis Isabelle après a pris le relais, est devenue capitaine de l'équipe de France quand on allait sur ces paras. Et puis par la suite, Isabelle a vraiment monté une dynamique de groupe en s'appuyant sur cette association dont l'existence était vraiment indispensable pour pouvoir
créer des choses tout au long de l'année, fédérer aussi cette équipe. Et il y a un vrai esprit d'équipe qui est arrivé grâce à elle, toujours impulsé aussi par Julie, même si elle était plus loin parce que son handicap a évolué et que c'était extrêmement compliqué pour elle. Aujourd'hui, cette assoce existe toujours. Julie, on est toujours la présidente parce que même si c'est compliqué pour elle, même si elle a arrêté l'agility depuis parce que son handicap lui permet plus, même si Isabelle a arrêté aussi parce que pour les mêmes raisons, en fait, entre le chien et le handicap, c'était compliqué. Et bien, j'ai pris la suite de la vice-présidence. Et puis, on a un nouveau capitaine, Philippe Barbet, qui est vraiment aussi impliqué. On a tout un comité. Et puis, on va impulser de nouvelles choses. On va chercher des financements. On essaye d'expliquer aussi les choses. Et puis, il y a toute une dynamique qui est super importante. On a un coach aussi maintenant dans l'équipe. Là, cette année, on a une nouvelle coach qui est aussi très impliquée et qui fonctionne aussi en positif et qui est très aidante et tout en étant dans la recherche de performance. Donc, il y a un groupe qui est vraiment très fort. Et quand on fait des recherches de financement, c'est incroyable le nombre de personnes qui viennent nous dire est-ce qu'on peut aider, est-ce qu'on peut du coup vous offrir quelque chose, ou vous offrir de l'argent, ou comment on peut faire. Donc on a fait des ventes de bracelets, de gobelets cette année. Là on est en train d'organiser aussi une tombola. On va ouvrir aussi la semaine prochaine une cagnotte en ligne. Enfin, on a plein de personnes qui veulent nous aider parce que quand on va sur un Paragility, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, nous, on est en situation de handicap, donc on va certainement avoir besoin d'aide pour pouvoir y aller sur place et pour pouvoir revenir. On n'a pas tous aussi, suivant comment on travaille, suivant le type de handicap qu'on a, on n'a pas tous toujours la possibilité d'avoir un travail en plein temps. Donc, avoir une aide au financement, c'est important pour nous aussi. Et puis, sur place, cet accompagnateur, il va nous aider dans nos soins quotidiens, souvent. C'est la personne qui va nous aider à marcher, à nous lever, à aller chauffer le chien, à lui permettre de récupérer. Des fois, c'est la personne qui nous accompagne jusqu'au départ ou qui va nous attendre à l'arrivée et nous proposer le fauteuil roulant. C'est la personne, moi, ça va être mon mari qui va avoir un petit mot, qui va m'aider aussi au quotidien le reste de l'année. Mais c'est vrai que tout ça, en fait, ça un investissement pour toute la famille, parce que tu vois, finalement, c'est nos familles, beaucoup, qui sont déjà aidants au quotidien et puis qui, en plus, nous aident avec nos chiens. Et nos chiens, ils sont là aussi. C'est difficile à définir la place qu'ils ont pour nous. Je peux te définir celle qu'a Watson pour moi, mais je sais pas si c'est celle de la place pour le reste des membres de l'équipe, pour leurs chiens, mais je pense aussi, c'est des piliers, quoi. Les accompagnateurs sont des piliers, nos chiens sont des piliers, et toutes les personnes qui nous soutiennent dans l'association sont des piliers. Et tu vois, en fait, cette association, au départ, elle a été donc montée par Julie, il y avait Isabelle, et puis on avait une autre personne, Morissette, enfin on l'a toujours surnommée Morissette, mais en fait qui était vraiment plus qu'aidante, et en fait c'était ma dream team. J'avais ma famille déjà qui faisait l'agility, mais ces filles-là, le clan de 4 qu'on était, c'était vraiment ma dream team et c'était un plaisir de les retrouver. Que ce soit Jacqueline qui venait de Brest, enfin Morissette, Jacqueline qui venait de Brest, que ce soit Isa qui venait du Havre, Julie qui était dans le Var et puis qui maintenant a dû repartir pour raison de santé en Belgique. C'était vraiment des personnes qui étaient motivantes, joyeuses. Enfin, c'était un plaisir, quoi. On se faisait des courses de fauteuils roulants, t'imagines, pour savoir lesquels avaient le fauteuil le plus rapide. Sur les 5 premiers mètres, c'est moi qui avais le fauteuil le plus rapide, mais après, c'était elle. Donc, voilà, tu vois la dynamique qu'il y avait entre échange, lien social, amitié, et ouais, c'était vraiment ma dream team. Alors, je dis c'était parce que Jacqueline est décédée il y a quelques années. C'est toujours beaucoup d'émotions de repenser à elle et de tout ce qu'elle a pu m'apporter, et les fous rires et les expériences. Ça a été toujours, comment dire, a posteriori, mais très très porteur de sens. Julie, c'est ma fée bleue, elle est toujours là
j'ai des contacts encore avec elle réguliers. De toute façon, c'est ma présidente de club, d'Assos, donc toujours. Et puis Isa, c'est ma sœur de cœur. Je l'ai toutes les 2 semaines au téléphone. Je peux pas m'en passer, quoi. Donc même si elle a stoppé cette compétition, elle est toujours là. Donc voilà. Après, c'est des rencontres, c'est des liens, et le chien dans tout ça, il est au centre, quoi. Ouais. C'est fort ce que tu nous racontes parce que, en fait, dans ce sujet, et je savais en préparant cet épisode que ça serait un épisode particulier parce que le handicap est central autant que le chien, au final, dans cette histoire. On l'entend bien et qu'il y a quelque chose d'un soutien et une entraide qui est permanente au sein de ce groupe. Et on le voit entre humains. Et donc, ce qu'on entend, c'est que cette aventure, elle a été... avec ton chien, on va en parler de ce que, notamment avec Watson, tout ce que tu partages avec lui au quotidien dans cette aventure, mais qu'il y a aussi une entraide humaine qui est ultra, ultra forte, comme rarement on peut la percevoir, en fait, quand on entend des histoires humaine comme ça. Oui, et puis tu vois, c'est vraiment au départ, moi j'avais très très peur sur cette catégorie handi d'être stigmatisée. Et parce que moi-même j'avais pas fait mon chemin encore sur le handicap. C'était compliqué pour moi. Quand la catégorie handi est arrivée, c'était un moment particulier dans ma vie aussi. Ça a été très 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 difficile. Si tu veux, au départ, je me suis dit que cette catégorie handi, elle était géniale parce qu'elle allait pouvoir permettre à mon père de reprendre l'agility, parce que lui, il avait arrêté en 2005 parce que le handicap, on avait le même, était trop important et qu'il n'y arrivait plus. Je m'étais toujours dit, quand j'ai accepté le groupe de travail handi, je m'étais toujours dit, l'objectif, c'est des personnes comme mon père soient plus obligées de renoncer à leur passion, parce que lui, c'était vraiment sa passion, soient plus obligées de renoncer à leur passion parce que ils ont un handicap. C'est la double peine, en fait, à ce moment-là. Et en fait... à l'époque, il est tombé gravement malade quand on était justement par Agility. Et puis, 6 mois plus tard, il décédait. Et ça a été dur sur cette période-là parce que je me suis dit, mince, c'est arrivé trop tard. Et en même temps, j'avais envie de me battre pour que d'autres n'aient pas passé par là où il en était passé, quoi. Donc, j'ai eu la chance, vraiment de la chance, que à l'époque la CNEAC, enfin la Commission nationale d'éducation et d'activité cynophile, accepte cette catégorie handi et soit même porteur, hein, c'est eux qui sont venus me chercher. À l'époque, c'était Jean-Paul Petit-Didier qui était venu me chercher pour la créer, et il a défendu, parce qu'au départ ça a été bizarre, et puis moi, du coup, j'avais assez peur de sortir en concours parce que c'était afficher mon handicap alors que les gens savaient que j'avais un truc, mais ça passait en fait. Et puis d'année en année, ça a été accepté, en tout cas dans ma régionale. Je savais pas trop comment c'était accepté en dehors. Et puis en fait, elle s'est construite par elle-même, cette catégorie. Et puis par la suite, mon handicap s'est vu de plus en plus. Et puis le fauteuil est arrivé. Et là, je me suis dit, bon sang, je passe pas en fauteuil sur le parcours. Ça m'arrive, mais pour l'instant, c'est encore assez... c'est que par moment quand ça va pas, que je tiens pas debout. Donc, mon premier fauteuil, quand il est arrivé, j'avais très peur de la perception. Donc, j'ai utilisé les réseaux sociaux que j'avais. J'ai envoyé un message en disant, écoutez, maintenant, vous allez me voir en fauteuil en bord de terrain pour que je puisse mettre mon énergie, offrir mon énergie à mon chien sur le parcours. Tu peux pas savoir comme j'avais peur des réponses. Et en fait, toutes les réponses ont été positives. Il y a eu un espèce de mouvement, de solidarité. Les gens en dehors du terrain venaient me voir en me disant « Non, mais on s'en fiche, nous, on veut te voir sur le parcours. » Et en fait, sans le savoir, ils m'ont permis d'accepter ce fauteuil qui m'a permis à moi, dans mon travail, ça passait. Je le savais, j'y arrivais vraiment à aller de l'avant. Mais sur mon loisir, ma passion, j'avais beaucoup plus d'appréhension parce que j'étais aussi avoir envie de déconnecter, quoi, comme tout le monde. Mais là, je pouvais pas déconnecter. Mon handicap était là. Et j'avais pas encore fait le chemin.
Donc, l'agility m'a permis, en fait. Je me souviens encore d'une fois où on m'a donné la parole sur une finale d'agility, et je me suis retrouvée avec le micro avec 600 personnes devant moi, avec plein de personnes que je voyais qui m'avaient accepté sur le terrain sans rien dire. Positivement, bienveillant, avec un accueil vraiment chaleureux. J'ai pas pu m'empêcher de les remercier et de leur dire que le fait qu'ils aient accepté cette catégorie et qu'ils l'aient portée et qu'ils la défendent, ça me faisait chaud au cœur, parce que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, je leur dois de pouvoir continuer et d'avoir eu la force de continuer, même quand c'était difficile, parce qu'ils ont toujours été là. Et alors, quand on parle en plus des personnes qui maintenant font partie de l'équipe de France, on dit, mais ils sont, tu verrais, Claire, ils sont incroyables. Cette équipe, elle est géniale, quoi. Philippe qui arrive à conduire Obi avec un chien tonique, alors qu'il peut parfois être en difficulté sur les déplacements parce que il a certains éléments d'hémiplégie ou d'aphasie, et le chien, il est là, il le regarde, il comprend. Audrey qui est en fauteuil et qui arrive à conduire son chien, elle est en scooter en fait, et elle conduit son chien à distance avec une orientation du guidon du fauteuil. En fait, le chien peut pas suivre les mains, il va être obligé de suivre quelque chose d'autre. Donc c'est soit les épaules, en tant que valide, souvent c'est les épaules et les pieds. Mais là, le chien, il va suivre les codages vocaux et il va suivre l'orientation de la roue. Quand tu vois Amélie qui se démène pour que sa petite cavalier King Charles puisse comprendre la trajectoire qu'elle doit suivre et qui essaye de se placer un maximum pour que la chienne comprenne. Mais la chienne qui est très proche d'elle, elle est obligée de se déplacer partout. Quand tu vois Francine avec des béquilles, ça veut dire que le chien doit pas avoir peur des béquilles, doit suivre les béquilles. Et en même temps, ça veut dire qu'elle peut pas utiliser les mains. Donc il faut trouver d'autres stratagèmes. En fait, ça nous oblige à être créatifs pour que nos chiens comprennent ce qu'on attend d'eux, et tout en gardant leur énergie et leur plaisir sur le parcours. Quand tu vois, Joseph, il est incroyable. Il arrive à conduire, à guider son chien et à rester debout, alors que il a vraiment des spasmes à des moments, et il donne tout à son chien. Enfin, c'est bluffant, quoi. Et t'as toute l'équipe comme ça. Cédric, mais Cécé, c'est un champion. Tu vois, je suis fan de toute l'équipe, moi, en fait. Cécé, il a appris à se placer pour que Mona puisse comprendre les choses. Et vraiment, il s'est donné, il s'est entraîné. Il est coaché aussi par quelqu'un qu'il a fini par appeler son frère aussi, pour pouvoir l'aider un maximum et pour pouvoir lui dire place-toi là, parce qu'il a vraiment des difficultés pour se placer sur le parcours, et il oublie vite et se placer dans l'espace, c'est pas évident pour lui. Donc du coup, il donne tout pour lui. Vraiment, c'est un trinôme. C'est un trinôme. Et puis là, cette année, t'as aussi Cyril qui nous a rejoint, qui est malentendant, et qui se démène pour être présent et pour parler à son chien, pour parler à Loupi. Mais tu dis ah ouais quand même. Donc là, la difficulté, c'est qu'il va pas entendre quand le juge annonce que le chien est passé à côté de l'obstacle. On appelle ça un refus, des points de pénalité. Donc ça veut dire qu'il faut aussi signaler au juge. Et ça, toutes ces personnes, quand tu les vois passer, tu peux être que fan, quoi. Et encore, il y a Marie qui a des problèmes aussi pour pouvoir se déplacer, qui va conduire à distance. Mais elle peut pas trop se tourner, donc il faut qu'elle trouve d'autres stratagèmes. Enfin, c'est à la fois la personne, c'est le chien, c'est les entraîneurs au quotidien, c'est les accompagnateurs qui nous aident à bosser nos chiens. C'est d'autres personnes qu'on va croiser ou avec qui on va aller en stage et qui vont nous accompagner et nous aider. Il y a un gros travail dans les clubs aussi. Je suis dans un club actuellement, maintenant, qui travaille en plus en positif. Alors moi, j'ai une conduite un peu spécifique, donc du coup, je mets un peu à mal les personnes. Mais les filles, que ce soit Gaëlle ou Laurine, elles sont vraiment à essayer de regarder et m'aider, et me dire là, t'as peut-être fait un geste, là, c'était peut-être pas le bon timing, et puis toujours dans la bienveillance, le jouer à la fin. Enfin, je trouve que c'est une aventure humaine, et moi, je suis bluffée par ça, quoi. Vraiment. Et c'est voilà. Je suis désolée, je m'emballe, mais c'est vraiment incroyable, quoi. Cool. Parce que on voit aussi les capacités du chien
à s'adapter. Alors, tous les chiens peuvent pas faire de l'agility parce que tous ils aiment pas ça en fait. Et il y a des chiens qui parfois vont être en difficulté par rapport à notre handicap. Et ça, je pense que c'est essentiel de le respecter. Et puis il y a des chiens, c'est des pépites quoi. Des fois, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est fou dans ce que tu nous racontes là, c'est que déjà, on sent que ces personnes-là dont tu nous as parlé une à une, et toi compris, il y a un vrai dépassement à partir du moment où ils sont sur le terrain avec leur chien pour faire quelque chose, et voire même peut-être à réaliser des choses dont ils ne seraient pas capables dans une vie normale, on va dire, en dehors du terrain. Parce que je pense que l'adrénaline, certainement, doit jouer et tout un tas de choses. Et le fait de se sentir aussi porté comme ça, j'imagine, est très aidant pour se surpasser. Mais on entend qu'il y a vraiment... que le chien est aussi moteur et finalement donne de la mobilité, en fait, dans cette situation-là. Ah, complètement. Je dis toujours que... Ça fait des années que je dis ça. Je dis que mes chiens, ils courent pour moi, quoi. Tu vois, moi qui peux pas me déplacer, qui suis en difficulté, qui ai des gros problèmes d'équilibre par moment, lever la jambe, ça va être compliqué, rester stable, ça va être compliqué. Mais Watson, il y a une fois sur un jumping, il a évolué sur l'un des parcours à 6,60 m par seconde, quoi. Enfin, c'est incroyable, tu te dis, mais... Pardon. Alors que moi, je bouge... pas tant que ça, je peux pas. Donc, il faut que je garde mes bras pour moi, pour ma stabilité. Là, je vois sur les parcours que je fais ces derniers temps, je réutilise mes bras, mais c'est pas bon, il faut que je les réenlève. Mais parce que mes bras, je les utilise avant tout pour moi, pour rester stable. Et il croit que je lui donne des indications. Donc, il faut que je fasse très attention de garder bien mes bras pour moi, et lui, de lui avoir les codages vocaux. Enfin, ça, c'est ma technique. Mais c'est vraiment le chien à ce moment-là. Watson, il va courir pour moi, il va bouger pour moi. J'ai l'impression, quand je suis sur le terrain avec lui, d'avoir de la magie au bout des doigts. Je sais pas comment dire, mais c'est magique en fait. Je suis avec lui, ce qu'il y a autour, je l'entends plus. Je le vois plus. Alors, ça me demande de la concentration pour rester bien concentrée tout au long du terrain, parce que avec cette vitesse-là, j'ai intérêt à être OK au niveau timing et au niveau codage. Clairement, ce week-end, par exemple, j'étais en compétition. J'ai perdu, vu qu'on a eu plusieurs mois d'arrêt, parce qu'on était blessés tous les deux. On a perdu nos codages, il faut qu'on les retrouve. Mais c'est incroyable, quoi. Et quand il court... C'est pas que j'ai l'impression de courir avec lui, c'est que j'ai l'impression d'être avec lui. Je suis pas à faire un parcours d'agility, je suis à guider mon chien sur le parcours. Et je suis à guider Watson sur le parcours. Je suis juste un guide. Mais c'est un kiff. C'est incroyable. L'adrénaline à ce moment-là, ce qui se passe, c'est une libération, quoi. C'est pas que le corps n'existe plus et les limitations du corps n'existent plus, c'est que elles sont pas là en fait. Elles sont plus là parce que c'est le reste qui prend le pas. C'est la relation que j'ai avec lui, c'est ce qu'il va produire sur le parcours, c'est son côté entier à tout donner. Et puis j'essaye, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fauteuil roulant, je l'ai depuis, je dirais peut-être 6-7 ans maintenant, en dehors du terrain, pour pouvoir tout lui donner sur le terrain. Quand je calcule mes capacités le matin, j'évalue par rapport à... et lui, il va avoir besoin de quoi ? Donc, c'est aussi sur ses besoins. Il y a des fois, je sais que je vais pas pouvoir aller le balader, que ça va être compliqué. Bon, faut que je trouve un autre moyen de passer du temps avec lui, quoi. Donc, on s'ajuste. Mais son bien-être est devenu, depuis... ces dernières années essentielles pour moi. Et j'ai pris des décisions qui ont surpris certaines personnes, mais j'assume totalement pour le bien-être de mon chien. Et ça, ça n'a pas de prix pour moi. Ouais. C'est son consentement, son bien-être, ça c'est essentiel.
Ça, c'est Iris Castin que tu avais reçu sur un autre épisode, qui m'a fait beaucoup travailler sur les soins coopératifs. Puis là, maintenant, je suis en formation pour être instructeur en soins coopératifs aussi, et qui m'a permis de comprendre le consentement du chien et l'importance du consentement du chien. Et puis, ce qui m'a fait énormément évoluer, c'est mon changement de carrière aussi. Enfin, avant... ça a été compliqué sur plein de choses, et puis il a fallu que je renonce à mon métier d'infirmière, puis à mon métier de formatrice en école d'infirmière quand j'avais mon diplôme de cadre, et puis par la suite, il a fallu que je renonce à la fonction publique hospitalière aussi parce que j'étais plus employable. Donc il a fallu que je me suis retrouvée au chômage, j'ai dû chercher un job, et puis sur un malentendu avec à l'époque un copain de club qui lui était installé et qui cherchait quelqu'un, et on a fait un essai, puis ça a été une révélation. Moi qui voulais plus faire de cours d'éducation parce que c'était en traditionnel et que je pouvais pas et que c'était plus, j'y arrivais plus et je m'y retrouvais pas. Et là Loïc il m'a offert une porte de sortie incroyable, et puis je revis quoi. Je revis. Après un essai, il m'a proposé de faire un contrat, et puis un contrat correspondant aussi à mes capacités physiques. Donc je donne des cours d'éducation, je fais des bilans comportementaux aussi, et puis je donne des cours d'agility, et puis des soins coopératifs, et je revis vraiment cette possibilité qu'il m'a donnée de travailler à l'instinct du chien, les méthodes qu'il appliquait. On s'est calés l'un et l'autre vraiment en méthode, et ça a été une bouffée d'air incroyable. Et tu vois, 2 ans et demi après, c'est toujours un plaisir d'aller bosser, c'est toujours un plaisir de rencontrer de nouvelles équipes, de les accompagner, de voir les choses changer dans le regard de l'humain, dans le regard du chien, voir le lien se créer, que ce soit en éducation, en agility ou en soins coopératifs, et puis de pouvoir échanger avec Loïc. Et toujours tout dans la bienveillance, pas de coercitif. Oh, quel bonheur, quoi. Vraiment, voilà, je suis fan. Je vais bosser avec le sourire, vraiment. Ouais, c'est trop chouette. Ce que je trouve hyper intéressant, effectivement, on n'avait pas parlé encore de ton parcours, je voulais y venir, mais du coup, tu l'as fait, merci. C'est que ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'en fait, on sent que cette histoire de chien qui t'habite depuis que tu es toute petite, elle t'a été hyper aidante à la fois dans l'acceptation de ton handicap, à la fois dans ton loisir et la poursuite de ton loisir, mais aussi d'un point de vue professionnel, dans ta carrière professionnelle. En fait, ça a été une issue, une deuxième voie, une deuxième carrière qui s'est ouverte. Donc je trouve ça génial. Et tout ça s'est passé en assez peu de temps, au final. Une petite dizaine d'années, c'est ça ? Ouais. Oui, c'est même pas, parce que j'étais vraiment partie au départ dans l'idée de continuer à être dans le domaine de la santé. Quand je pouvais plus être... en fait, à l'époque, j'étais infirmière en psychiatrie. Quand je me suis rendu compte que ma pathologie me touchait les mains et que c'était compliqué, pour le coup, d'avoir les mains... Enfin, c'est impossible, en fait. Une infirmière qui a pas ses mains, faut être réaliste. C'est pas jouable, en fait. C'est trop de risques. Je voulais pas faire prendre de risques aux patients. Ça a été de plus en plus difficile, jusqu'à ce que je puisse travailler plus qu'à 40% et puis que l'inaptitude soit prononcée. Et puis là, j'ai senti vraiment, c'était très très compliqué à ce moment-là. J'ai senti que ça avait fait basculer les choses. Et c'est le chien qui m'a sauvée, mais en fait, pour la petite histoire, quand le fauteuil est arrivé au départ, ça n'a pas été si simple que ça, parce que j'avais Faiza à l'époque, un berger australien qui venait de chez Julie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a créé Ensemble Toujours au départ. Et en fait, Faiza avait accepté beaucoup de choses. Quand j'avais des pics de douleur, elle était bizarrement collée à moi jusqu'à ce que les douleurs redescendent. Mon mari savait très bien où j'étais à ce moment-là. Il suffisait qu'il voie la chienne. Enfin, elle avait une capacité empathique qui était incroyable. Ce qu'il y a, c'est quand le fauteuil est arrivé, ça
ça a été la chose de trop, l'outil de trop, et elle a pas pu gérer. Et du coup, ça a été des conflits à la maison avec l'autre chien que j'avais à l'époque, avec une petite personne, alors qu'elle venait de vivre 3-4 ans ensemble sans problème. Ça a été des combats, des mises à mort. En fait, il a fallu que je les sépare, ça a été terrible. Et puis, au bout d'un moment, ayant un enfant en bas âge, il a fallu prendre une décision et se dire que je pouvais pas leur offrir la vie qu'elles méritaient l'une et l'autre parce que j'avais un handicap, quoi. Donc beaucoup de culpabilité. Je sais pas après si ça m'a aidée, mais en tout cas on a trouvé qu'une solution, ça a été de replacer l'une des deux et de replacer celle qui avait le plus de chance. Donc c'était la petite personne, on lui a trouvé une famille d'accueil. Alors on était hyper exigeants, on a mis 6 semaines à en trouver une. Mais cette chienne, elle était extra aussi. En fait, c'était une choupette et ça a été un crève-cœur de perdre un membre de notre famille. Ouais. Mais Faiza, c'était pas possible pour elle, c'était trop. Et puis on est resté avec Fa pendant 1 an. Et puis Faiza, je la voyais vieillir. Je voulais prendre soin d'elle. Elle avait plus l'âge pour faire de l'agility. J'estimais que justement avec mon handicap, je pouvais pas la protéger sur certaines trajectoires qu'elle devait prendre. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution et peut-être que je prenne un autre chien. Donc, c'est comme ça que l'idée d'accueillir Watson est arrivée. Ça n'a pas été évident parce que je partais sur un grand chien pour qu'il puisse aussi m'aider au quotidien et qu'il puisse être un peu chien d'assistance pour pouvoir me ramasser des choses au sol ou autre. Chose que c'était trop pour elle, quoi. Je pouvais pas lui demander ça en plus. Ouais. Donc, on a accueilli Watson. On a un éleveur qui a accepté de nous confier un chien malgré mon handicap, aussi parce qu'on avait un ami en commun, très simplement, et qui a appuyé ma demande. Et en fait, Watson, il vient d'Italie, de chez un berger d'Italie. Et Gianni et Margarita, les éleveurs, ils ont fait quelque chose que je découvrais, c'est-à-dire que je leur ai décrit le caractère qui pourrait être compatible avec ce que j'avais à offrir. Que c'était sur cette portée, c'était bien, mais c'était pas sur cette portée, c'était pas grave, quoi. Et en fait, c'est eux qui m'ont choisi Watson, qui m'ont préparé Watson, qu'on a accueilli. Et au départ, ça passait bien. Et puis après, c'est un chien border qui a été tonique. Et pour ça a été trop d'énergie autour de moi. Et en fait, elle a vrillé et elle me l'a attaqué comme elle avait attaqué XO. Et il a fallu intervenir. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, on va pas s'en sortir, quoi. On est allé voir un vétérinaire comportementaliste. Et puis, on a mis Fa sous traitement. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de mon handicap, le traitement était là. Mais Watson a pu prendre une place et on a pu petit à petit construire avec lui, quoi. Fa était un pilier pour moi. Elle m'a fait évoluer sur tellement de choses. Enfin, c'est une chienne incroyable. Vraiment, j'ai fait chien visiteur avec elle. Alors, son truc à elle, c'était les enfants ou c'était les personnes avec un handicap mental. Et elle a eu des rencontres incroyables. Enfin, j'avais toujours peur qu'elle prenne trop sur elle, que ce soit trop compliqué, mais elle était hyper pertinente avec les personnes souvent de troubles du spectre autistique. Ça, c'était vraiment elle était incroyable sur ça. Elle s'ajustait, elle était top. J'y étais parce qu'elle est partie l'année dernière. Ça a été hyper dur pour toute la famille. Moi, je m'étais préparée. Mon mari, qui m'a accompagnée chez le vétérinaire, en fait, elle a attendu qu'il soit prêt et je le voyais s'effondrer, mon mari, mais c'était dur pour lui. Et puis, quand il a été prêt et qu'il a pu se reprendre un peu, elle est venue se coller à moi, puis la Vito a pu approcher et puis on l'a laissée partir. Parce qu'elle souffrait, qu'il n'y avait pas de possibilité de l'apaiser, donc il a fallu la laisser partir. Ça a été hyper dur aussi pour notre fille parce qu'elles étaient fusionnelles. Et en fait, on a bien vu que Pauline, c'était très compliqué pour elle. Donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, on peut peut-être accueillir un nouveau chien et puis laisser les choses se faire. Et du coup, j'ai une copine qui est éleveuse. J'avais des chiens qui venaient de chez elle en éducation. Je me disais, mais oh là là, mais le travail de fou qu'elle fait, c'est génial. Avec des chiens équilibrés, c'était une éleveuse de Shetland, avec des chiens équilibrés, bien dans leurs pattes, toniques, joyeux, pas de réserve, rien.
Et puis on est allé la voir et elle a accepté de nous confier un chien aussi. Là aussi, choix sur le caractère, donc ça m'allait bien. Et puis en fait, elle a eu une portée et il y avait qu'une petite femelle et ma fille voulait une femelle. Et du coup, c'est comme ça que Trace de Yeti, du domaine de l'harmonie, du coup, est arrivée chez nous. Et maintenant, elles sont inséparables. Je suis désolée. Ça fait pas de souci. Ça va, j'arrive à pas pleurer, mais je me concentre. Oui. Ouais, Faiza a tout changé. Et Watson m'a amené à m'apaiser. C'est vrai que, alors que je suis handicapée, enfin, je suis en situation de handicapée, ça me va aussi, et que j'ai des troubles de l'équilibre, j'ai mes chiens qui m'équilibrent. C'est incroyable. L'équilibre se fait au quotidien, et l'équilibre, il se fait aussi dans le mouvement sur le terrain d'agility, en fait. Ouais. Où je vais tout calculer, essayer d'apprendre des choses pour pouvoir l'amener à comprendre les choses, mais c'est une question d'équilibre physique et psychique entre nous. Alors je sais pas, en tout cas c'est ma façon de voir les choses maintenant. Et puis lui il s'épanouit là-dedans, donc je m'éclate maintenant, vraiment, avec lui. Je suis sereine, quoi. Alors il y a des fois où je le prends un peu en mode plaisir, comme ce week-end où on était en équipe avec des copines, je l'ai pris en mode plaisir, et puis je sais que j'ai des choses à travailler, je vais les retravailler, mais je vais pas mettre de pression à mon chien, je vais pas mettre de pression. Et puis voilà, après c'est un plaisir partagé ensemble, quoi. Et puis maintenant l'objectif c'est d'aller sur les Paragility avec l'équipe de France dont je suis fan de chaque personne. Après, quand on est sur un para ou quand on est en France, c'est à peu près les mêmes classes. On a 7 classes de handicap. En fait, on va être classé suivant le matériel ou le déplacement qu'on va avoir. En classe 1, c'est les personnes en fauteuil électrique. En classe 2, ça va être les personnes en fauteuil manuel. Donc ça veut dire que fauteuil manuel, c'est toi qui dois donner l'impulsion à ton fauteuil. Donc c'est compliqué, hein. En classe 3, c'est les personnes qui ont une légère difficulté à la marche. En classe 4, c'est les personnes qui ont des moyennes difficultés à la marche. Donc c'est la classe dans laquelle je suis pour le moment. En classe 5, ils vont avoir des personnes avec des grandes difficultés à la marche ou besoin de béquilles, par exemple. En classe 6, on va avoir les personnes avec une mobilité spécifique ou un handicap auditif ou un handicap visuel. Et en classe 7, ça va être les personnes avec un handicap neurologique ou psychiatrique. Donc, à chaque fois, on va avoir des éléments différents. Par exemple, pour la classe 7, la difficulté va être de se placer dans l'espace sur le parcours, de se souvenir du parcours, de pouvoir identifier que la trajectoire du chien doit être telle trajectoire, mais du coup, la trajectoire de l'humain, elle doit être à côté, et c'est la trajectoire de l'humain qui vient donner la trajectoire au chien. Donc, ça veut dire que l'humain doit penser à sa trajectoire et à celle du chien, et au placement dans l'espace. C'est vachement technique. Quand on a des personnes qui ont des difficultés sur le placement dans l'espace, ou sur la mémoire, ou tout ça, ça leur demande énormément de concentration. Et c'est magique. De les voir passer, c'est magique. Vraiment. Mais toutes. C'est fou. Ouais. Mais c'est incroyable. Enfin, vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage, et on visualise, je pense, un peu mieux ce à quoi ça peut ressembler à la fois visuellement et à la fois en termes d'émotion que ça doit être d'être au bord d'un terrain. Enfin, pour avoir vu plusieurs fois des vidéos de tes passages avec Watson aussi, rien qu'en vidéo, on perçoit toute l'émotion dont c'est chargé. Donc, c'est chouette. Je voulais parler un petit peu des apprentissages spécifiques et des aménagements spécifiques qu'une telle discipline demande. Alors, de manière générale, pour l'agility, il y a tout un tas d'apprentissages spécifiques qu'on ne connaît pas forcément quand on n'est pas du milieu. C'est pas juste des chiens qui sautent des obstacles et qui passent dans les tunnels. On est d'accord. Et encore plus, du coup, tu nous en as cité plusieurs, mais est-ce qu'on peut peut-être revenir un petit peu là-dessus sur typiquement apprendre des codages différents de ceux auxquels qu'on aurait pu mettre en place habituellement, s'habituer au fauteuil, ce genre de choses. Est-ce que toi, il y a eu des points comme ça qui ont été peut-être un peu bloquants, ou des difficultés que tu as pu rencontrer avec tes chiens au fur et à mesure que ton handicap a évolué?
Ouais. Disons qu'au départ, quand tu apprends au chien et que tu es valide, senior valide, tu te déplaces debout, tu vas utiliser pour faire comprendre la trajectoire que le chien doit suivre, tu vas utiliser tes placements, tu vas utiliser tes bras, tes épaules, tu vas faire des changements de main, tu vas être à des points spécifiques, mais tu peux accompagner physiquement. Et puis, quand le handicap arrive, tu peux accompagner de moins en moins, donc ça demande au chien de s'ajuster. Parfois, tu peux plus bouger une partie du corps, donc ça demande au chien là aussi de s'ajuster. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Il y a soit le chien t'a connu debout et il doit s'ajuster au fur et à mesure, donc ça va lui demander des adaptations. Soit tu pars avec un chien un chien qui a pas connu et du coup il doit déjà s'adapter directement à ton handicap. Donc là, la façon d'apprendre au chien va pas être tout à fait la même. Ce qui va être important de ma place à moi, dans ma façon de fonctionner, par exemple, Faiza m'a connue en train de bouger. Et de bien bouger, et par la suite, à la fin, de moins bouger. J'ai eu beaucoup de difficultés pour certaines choses que je lui avais appris de façon erronée. Par exemple, le départ, mettre le chien au départ, qu'il soit serein, calme, pas excité. Au départ, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais pas lui apprendre, je serai avec elle. Et ouais, mais après, avec l'évolution du handicap, j'ai dû lui apprendre à rester et à aller me placer. Et là, c'était plus compliqué. Parce qu'elle aimait beaucoup l'agility, elle était capable de se faire un tunnel le temps que j'arrive, prendre plaisir le temps que j'arrive. Et du coup, elle faisait de l'agility pour elle et pas, on n'était pas ensemble, quoi. Et au-delà de ça, il y a des obstacles qu'elle adorait et que je pouvais l'envoyer à grande distance. Ça lui posait aucun problème. C'était par exemple le slalom. C'est l'un des obstacles moi que je préfère et que mes chiens préfèrent aussi, bizarrement. Et en fait, ça lui posait aucun problème. Le slalom, elle allait me le prendre nickel à chaque fois. Je pouvais être à distance, c'était pas un souci. Donc, si tu veux, dans les apprentissages, je m'étais dit avec Watson, première chose, on va d'abord bosser sur du quotidien. Et c'est vrai que la première année, je lui ai appris les obstacles, les différents agrès en fait, mais je lui ai aussi appris en éducation à pouvoir se poser, j'ai identifié la position dans laquelle il était bien, c'était le coucher pour attendre. Ouais. Donc du coup, je lui ai appris le coucher, je lui ai appris qu'il pouvait y avoir de la durée, de la distance, de la distraction. On va venir jouer du coup avec ces 3D. Et ça, je lui ai appris très rapidement. Je lui ai appris aussi ce qu'on appelle les zones de contact sur les obstacles à zone. Le chien doit absolument mettre une patte dans ces zones-là, sinon on a 5 points de pénalité. Donc très rapidement, je lui ai appris aussi à aller se positionner en arrêt sur cette zone où il a les 2 antérieurs au sol et les 2 postérieurs sur la zone, de façon à ce que moi je puisse me replacer à ce moment-là, mais surtout j'étais sûre qu'il la faisait. Et pendant que je me replace, je peux respirer. Parce que quand il va vite, je galère. Je calcule la reconnaissance, où est-ce que je dois respirer. Moi, c'est l'un de mes trucs, ça. Okay. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc je vais travailler sur différents placements, sur différentes choses, et toujours dans le positif. Et ce que je fais aussi depuis que j'ai fait les soins coopératifs, je tiens compte de son consentement. S'il n'a pas envie, eh ben on fait pas. Dans le sens, ce matin, je lui demande « Hey, tu viens, on y va ?» Et il m'a regardé, il a fait demi-tour, il est allé se coucher dans sa panière. « Ok, bon, bah tu restes là, pas de souci. » En entraînement, il y a toujours, nous on a des caisses sur les côtés, des caisses avec les portes ouvertes où les chiens peuvent aller s'installer dedans. Il y a des fois où je le vois bugger, me regarder à côté et d'un coup filer vers cette caisse. Ok, très bien, parce qu'il a besoin d'une pause tout simplement. Ou qu'il veut arrêter, bah, il a le droit. S'il va directement vers la porte, vers le portail pour partir, il a le droit. C'est qu'on arrête, pas de souci, quoi. Et je suis vachement respectueuse de ça. Mais voilà, ouais, on va faire plein d'ajustements comme ça. On va travailler beaucoup. Alors moi, je travaille. Au départ, je l'aide un peu en étant présente, en faisant un mouvement, puis très rapidement, je gomme le mouvement et c'est le codage vocal qui prend le pas sur le reste. Voilà. Trop cool, trop bien. Le temps file à une allure incroyable. Mais du coup, si jamais il y a des personnes qui se sentiraient intéressées, peut-être après l'écoute de cet épisode, qui sont peut-être en situation de handicap et
qui aimeraient soit faire de l'agility, soit continuer à en faire parce qu'ils en faisaient avant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Est-ce que tous les clubs sont adaptés pour ça ? Est-ce qu'il y a un référencement qui permet de savoir où est-ce qu'on peut en faire ? Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu ? Il y a plusieurs choses. Il y a vouloir juste faire de l'agility, même en loisir. Là, effectivement, on va pouvoir accéder à différents clubs. Pour ce qui est des clubs, le référencement, je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur le site de la CNEAC. Après, moi, ce que j'invite à faire, c'est d'aller rencontrer, d'aller voir, parce que comme ont pu l'évoquer plusieurs personnes que tu as pu recevoir avant, on peut trouver de tout partout. Et dans les méthodes, même si la CNEAC s'implique vraiment dans le bien-être animal et d'expliquer les méthodes et les dernières recherches, c'est pas encore pratiqué à peu près partout, hein. Donc d'abord d'aller rencontrer, d'aller voir quelles sont les méthodes pratiquées et d'être exigeant sur la bienveillance et de pas de matériel coercitif ou ce genre de choses, ça va être une première chose. D'aller rencontrer les personnes parce qu'il y a des fois les clubs canins peuvent être à des endroits où ça peut ne pas être tout à fait accessible en fauteuil ou voilà. Et il y a aussi des fois des moniteurs qui connaissent une façon de conduire et qui sont un petit peu, ils savent pas trop comment faire avec le handicap. Alors, par moment, c'est juste de se dire que il y a des choses qui peuvent se faire, qui peuvent se penser différemment. Et ça peut être sympa aussi de juste commencer par là. Et puis, il y a d'autres clubs où, par contre, très ouverts et qui sont déjà bien sensibilisés au handicap et qui sont capables de tout à fait accueillir, accompagner et qui sont d'une grande bienveillance, comme je te disais au départ. Il y en a un peu partout en France, en fait. Okay. Mais par contre, aller rencontrer les personnes, oui. Pour ce qui est de sortir en compétition, la licence Handi, il y a un déroulé spécifique où là on va aussi le trouver sur le site de la CNEAC avec des documents à fournir, avec un certificat médical à faire compléter pour être sûr que les personnes en ont bien parlé avec leur médecin parce que on parle de santé quand on parle de handicap, donc les choses là aussi sont importantes, aussi en termes de responsabilité. Et puis, il y a un document aussi de la MDPH à fournir. Mais tout ça, c'est très, très bien expliqué sur le site de la CNEAC. Et les clubs aussi peuvent se renseigner directement auprès de la commission. Et pour des questions, il y a le groupe de travail Agility. Moi, je suis conseiller technique pour le groupe de travail Agility aussi. Il y a les juges aussi. On peut aller directement sur un concours d'Agility et aller questionner, voir les personnes, voir les juges, voir les personnes qui sont handy aussi. Après, sur l'orientation dans telle ou telle catégorie, comme je te disais, ça va se faire au niveau du déplacement de la personne, des besoins de la personne pour se déplacer. On n'a pas à savoir de nom de pathologie ou autre, ça regarde pas, c'est privé. Donc ça, on est vraiment respectueux de ça. Par moment, il y a des réorientations à faire. Bon, il y a rien de grave. C'est une question d'équité pour les finales, en fait. Quand on est en compétition, j'ai fait un concours là où on était 5 personnes en situation de handicap. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait avec autant de personnes. Mais après, quand nous nous retrouvons en finale, le classement doit se faire avec équité. Donc, c'est là où ça a vraiment de l'importance dans quelle classe on est, en fait. Voilà. Okay. Mais le reste du temps, on passe sur les mêmes parcours que tout le monde, en fait. Et ça, c'est super plaisant parce que il y a des gros challenges par moment. Et moi, j'adore. Et le challenge me remet encore plus en question sur est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais faire comme ça, est-ce que mon chien sait faire ça. Et c'est passionnant. Moi, j'adore regarder les autres catégories, ceux qui passent en grade 3 ou ceux qui font les sélectifs pour l'équipe de France ou même de suivre l'équipe de France. Oh, qu'est-ce que c'est inspirant. Enfin, vraiment. Ah okay. Ouais. Trop bien. Alors, écoute, merci beaucoup pour toutes ces pistes. Je mettrai toutes ces infos en barre d'infos, justement. Ouais. Donc, merci beaucoup à toi. Pour passer à la partie conclusion, je vais te passer la fameuse question signature du podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie, du coup, de pouvoir faire du sport avec tes chiens ? Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Je crois qu'on y a déjà bien répondu dans l'épisode, mais en quelques mots, comment tu pourrais résumer ça ?
Ça a tout, ça a tellement changé de choses. Enfin, ça a vraiment un épanouissement, un lien social, un plaisir partagé et c'est devenu, c'est indispensable quoi. Parce que quand on a un handicap, on va parfois de renoncement en renoncement, surtout quand c'est un handicap qui est évolutif en fait. Et on va de phase de deuil en phase de deuil. Alors, on se reconstruit derrière, on se prend une claque, on met 2-3 jours et puis on se reconstruit derrière. Enfin, moi, c'est ma façon de fonctionner en tout cas. Et pour le coup, ce qui, moi, me permet de me reconstruire, bien sûr, il y a ma famille, mais le chien fait aussi partie de ma famille en fait. Et de pouvoir être sur le terrain et de me dire, ouais, alors finalement, qu'est-ce que ça change ça peut-être que c'est pas si grave, peut-être que je peux y aller. Tu vois, ces derniers temps, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes un peu plus importants. Je me suis retrouvée en fauteuil sur le terrain, à devoir passer en fauteuil sur le terrain. Ça a été chaud, ça a été très chaud. Mais au final, ça m'a permis de passer ce cap et puis de me dire, ouais. Et alors, finalement, c'est quoi le truc ? Bah non, c'est des nouveaux challenges à relancer. Et c'est vraiment, c'est devenu pour moi hyper important. Hyper important. C'est l'un de mes piliers, quoi. Watson est vraiment l'un de mes piliers. Il m'aide à tout et j'espère que je lui apporte autant qu'il m'apporte. Vraiment, parce que c'est incroyable. C'est un petit chien magique. C'est vraiment un chien magique. Dans toute sa splendeur, il est bluffant. Il est vraiment. Il est, justement. C'est pas avoir un chien. Là, c'est être avec lui, quoi. Donc, voilà. C'est ce que je pourrais te dire. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Des ressources, alors il y en a beaucoup dans celles qui ont été citées dans les autres épisodes. Pour moi, les signaux d'apaisement, c'est la base. Apprendre à lire son chien, c'est tellement important. En ressources, peut-être 3 bouquins qui m'ont bien aidée sur le handicap. Il y a Foutez-vous la paix de Fabrice Midal, où ça t'oblige à relativiser les choses, c'est pas mal. Puis à recentrer, à remettre les choses à leur bonne place. Donc celui-ci m'a vraiment aidée. Il y en a un autre, c'est 3 amis en quête de sagesse de Christophe André, d'Alexandre Jolien et de Mathieu Ricard. Celui-là, il m'a fait un bien fou aussi. Et après, j'aime beaucoup Alexandre Jolien et l'éloge de la faiblesse me parle aussi pas mal, mais voilà. Et après, c'est des rencontres, en ressources. Il y a eu les soins coopératifs d'Iris Castin sur Muso Plus m'ont changé beaucoup de choses dans ma perception des choses, justement. Vraiment, mais vraiment. Et je ne sais pas si elle est consciente de ce qu'elle peut apporter aux personnes qu'elle rencontre et qu'elle croise, mais ça a été énorme. Ouais. Ah, c'est clair, je suis complètement d'accord. J'ai essayé de faire passer le message dans l'épisode avec elle, mais je ne sais pas si elle a mesuré l'ampleur du phénomène. Ah ouais, non, la porte de sortie d'Iris, mais c'est incroyable. J'ai découvert le caractère de mon chien et toute sa capacité à pouvoir donner son consentement. Ça a changé tellement de choses. Après, dans les ressources, non, en termes de handicap, de peut-être, s'il y a une chose, moi, qui m'est importante, c'est le matériel que j'utilise. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé encore. Pouvoir avoir un matériel adapté au chien, mais qui s'adapte aussi par rapport à une pathologie qui, moi, me touche les mains. Donc, pour le coup, trouver quelqu'un qui me fasse des colliers et des harnais où Watson est bien, mais où moi je suis bien aussi pour pouvoir les mettre et les défaire, ça a été important pour moi. Moi, ça a été Émilie de la Pirogue Création, vraiment elle s'est ajustée. J'ai aussi une laisse, alors Watson il va être soit en laisse, soit en longe avec moi. Les moments où il est en laisse, j'ai une laisse un peu spécifique avec un embout qui se met sur son collier et l'autre embout qui est en bout de laisse qui est aimanté. Et du coup, ça vient se clipser tout seul. C'est Go Lego qui fait ça. C'est Atalante Broderie qui est distributeur en France. Et vraiment, cette laisse-là, j'ai plus besoin d'aller toucher le mousqueton
parce que faut quand même avoir de la force des fois pour pouvoir ouvrir le mousqueton. Et je suis en galère parfois. Et du coup, avec cette laisse-là, je peux venir aimanter. Après, il y a un système qui permet de désaimanter, mais qui est facile d'utilisation. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et pour la longe, je fais faire des longes spécifiques à une copine, Émilie, là aussi, son entreprise, c'est Calive et moi. Et elle me fait des longes spécifiques. Elle fait des longes aussi de man-training classique. Et tu vois, ce week-end, j'étais en fauteuil pour balader Watson. J'étais en galère pour tenir. Parce que j'ai le joystick, j'ai la longe, remettre la longe, je fais comment pour regarder où je mets le fauteuil. Et en fait, elle m'a créé un truc spécifique pour pouvoir installer la longe autour de moi et être en sécurité et que le chien soit aussi en sécurité. Et comme ça, j'ai la longe à gérer avec la main gauche, mais je sais que j'ai pas à la tenir et qu'elle va pas se déboîter et ainsi de suite. Donc voilà, c'est du matériel spécifique. Pour moi aussi, quand on est en situation de handicap, faut être à l'aise avec le matériel. Ouais, c'est important. Ouais. Si tu t'énerves sur le matériel, c'est pas possible en fait. Et puis voilà, il y a plein de possibilités. Il faut vraiment être créatif en fait. Ouais. Je crois que c'est un peu le leitmotiv de toute cette histoire de la créativité et essayer de changer de regard pour que ça le fasse. Ouais, et puis l'adaptabilité, quoi. S'adapter au handicap, à la personne. Là où elle en est aussi, il y a des jours où, c'est pas la peine, j'y arrive pas, quoi. C'est pas grave, en fait, j'y arriverai demain. Ouais. Trop cool. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode ? Il y a quelqu'un qui s'appelle Pauline Mignot, qui est une ostéopathe, agilitiste de haut niveau et qui a un regard vraiment pro et très aidant dans l'agility. Là, je sais qu'elle vient de sortir un document sur tout ce qui est trajectoire et à chaque fois, elle a un regard aussi par rapport aux blessures possibles des chiens, par rapport à tout ce qui est échauffement, récupération et du coup, pour moi, ça fait partie aussi du bien-être du chien. Donc, Pauline, elle est super intéressante. Il y a une juge qui, moi, m'inspire, une juge agility, qui s'appelle Anna Beltram. Elle aussi, elle a une façon de monter les parcours qui est vachement intéressante. Et puis Anna, elle a un positionnement sur le bien-être animal où quand tu arrives en concours, au briefing du matin, c'est très clair. C'est bien-être animal. C'est que je ne vous vois pas avoir des gestes du coup sur vos chiens. Donc du coup, tu vois, ça permet de faire circuler aussi en bord de terrain ce positionnement-là. N'oubliez pas, il y a des spectateurs. Je serai intransigeante sur ça et elle se positionne et elle a des parcours et des trajectoires super intéressantes aussi. J'aime beaucoup. Et une autre personne qui m'aide actuellement parce que Watson s'était blessé il y a quelques mois en montant dans le coffre de la voiture. Il s'était pris une patte dans l'anneau de fermeture du coffre et il s'était luxé une phalange. Donc quelques semaines d'arrêt. Pour pas dire mois. Et puis là maintenant il faut remuscler, donc ça va, il a repris le sport, mais je veux le protéger et du coup Grégory Bialbidalo m'accompagne et m'aide en ça, où il a mis en place un suivi spécifique professionnel et son regard à la fois nutritionniste de formation et fitness et haut compétiteur agility où il a eu aussi des podiums au championnat du monde. Tout ça, plus des stages qu'il organise ou qu'il anime, ça en fait quelqu'un de confiance. Trop cool. Ouais. Trop bien. Merci pour ces recommandations. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient du coup suivre tes aventures ou découvrir peut-être plus largement l'association ? Ensemble toujours au départ ? Ensemble toujours au départ, en fait, on a une page Facebook, tout simplement, qui s'appelle Ensemble toujours au départ, Andy Agility. Cette page, on y met au fur et à mesure ce qui concerne l'association, l'équipe, en fait, les partenaires, les sponsors, parce qu'on est toujours à la recherche de sponsors, donc quand on en a, on les met en valeur aussi sur cette page. Et puis quand on fait des animations, quand on fait des choses, on va le mettre là. Quand on a des événements spécifiques, on va les mettre dessus. Par exemple, là il y a eu un truc sur les championnats de France pour ceux qui y étaient présents. Tout le monde n'a pas pu y aller, mais voilà. Et puis bien sûr, quand arrivent les championnats du monde, on va aller mettre des vidéos, nos parcours pour que vous puissiez tous suivre
vivre nos aventures et dans l'idée aussi de pouvoir diffuser un maximum l'info que le handicap ça peut ne pas être une limite aussi pour pouvoir partager des moments avec son chien et c'est possible en fait, parce qu'au départ on se dit ouais c'est pas possible, bah si c'est possible. Donc là les championnats du monde, les prochains, enfin ceux de cette année en fait qu'on est en train de préparer, c'est du 30 août au 3 septembre et c'est en Hollande à Ellendorm. Donc là on va mettre les choses au fur et à mesure quand on arrive sur place, contrôle veto, entraînement et puis après la compétition en elle-même, quoi. Trop cool. Donc voilà, pour pouvoir un peu suivre un maximum, on passe principalement par ce réseau social-là. Ok, trop bien. Bon, bah, à l'heure où cet épisode sortira, les championnats du monde seront déjà passés. Mais donc, du coup, je vous souhaite une super grande réussite et surtout beaucoup de kiff pendant cette période. Bah, sachant qu'en plus l'année dernière, et la fois d'avant, on a eu foison de médailles en fait. Il y a eu plusieurs Marseillaises et là, les championnats du monde c'est sur 3 épreuves, sur 3 journées différentes et on a deux vice-champions du monde et un qui a été 3e au championnat du monde, plus des médailles à chaque fois sur chacune des épreuves. Donc, je crois que le bilan de l'année 2022, c'était de 13 médailles. Et le bilan de l'année précédente, c'était 15 médailles en tout. Donc, on va se donner un max, quoi. Et puis, on va donner à nos chiens. Enfin, ils sont heureux d'être sur le terrain. Et on est tellement heureux d'être avec eux. Donc, ouais, on va tout donner. Trop bien. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. C'est très, très beau. Je suis vraiment contente, Amélie, d'avoir pu faire cette interview avec toi. Tu es d'une force et d'une inspiration incroyable. Donc, un grand, grand merci pour tout ça et de nous avoir partagé tout ça. Je te dis à très vite. Bon courage pour tout ça. Et puis, kiffe bien ces championnats du monde. Ouais, tu peux compter sur moi. À bientôt. Merci, Amélie. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Amélie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me soutenir sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!